Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Vraiment, c'est un épisode spécial de French Podcast. On va t'emmener à Paris, mais en version, débutant, tu vois. Et Emmanuel est là, comme toujours. Coucou, Emmanuel. Salut, Charline. Ouais, franchement, ça m'enthousiasme parce que Paris, ça reste une ville totalement unique. Et pour quelqu'un qui apprend le français, c'est la ville idéale pour s'entraîner, tu vois. Même les petites erreurs, ici, c'est normal, mais les Parisiens, ils aiment bien quand on essaie. Et puis, on va vivre une journée ensemble, vraiment étape par étape, genre du petit-déj au spectacle le soir. Et ça va être léger, hein? On n'est pas là pour donner des leçons, juste, tu vois, marcher, papoter et profiter de Paris tout simplement. Franchement, je stresse presque à l'idée de tout ce qu'on va pouvoir explorer. Allez, on commence? Imagine, c'est tôt, genre 8 heures, et je marche, dans le Marais. Tu vois ces petites rues tranquilles? Il y a cette odeur de pain chaud, vraiment le bonheur. Et je vais être honnête, la première fois que j'ai voulu trouver un café dans ce coin, je me suis... complètement perdue. Mais grâce à ça, j'ai découvert une pâtisserie incroyable, une de celles où tu prends juste un croissant et... Waouh, la journée s'annonce bien, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Le matin à Paris, le petit déjeuner, c'est sacré. Et alors, juste pour garder ça simple pour nos amis débutants, la phrase de base, c'est « Bonjour, je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît ». C'est vraiment, tu peux pas te tromper. Faut penser à dire bonjour d'abord, hein, ça c'est super important à Paris. C'est un peu genre la clé magique. Ah oui, Emmanuel, justement. Moi, je me rappelle avoir hésité entre dire bonjour et salut. J'étais, intimidée, surtout quand t'es la première cliente au comptoir, tu vois. En fait, tu confirmes, salut, c'est vachement plus pour les amis, non? Ouais, carrément. Salut, c'est pour tes potes, ou alors si, genre, t'es vraiment casual avec quelqu'un. Mais sinon, faut garder bonjour, surtout au café ou à la boulangerie. D'ailleurs, je me souviens, la première fois que j'ai essayé de commander un café à Paris, je savais pas trop, j'ai peut-être un peu trop bafouillé, et j'étais persuadé que tout le monde me regardait, alors que personne n'a fait attention, évidemment. C'est normal d'être intimidé, mais tu t'améliores à chaque commande, vraiment. Bon, alors, t'as ton croissant, tu marches dans la ville. Et là, par exemple, imagine, tu veux aller voir un monument, genre la Tour Eiffel ou, je sais pas, le Louvre. Emmanuel, tu fais comment, toi, pour demander ton chemin, sans paniquer? Ah, ça, franchement, c'est simple, tu dis « Excusez-moi, où est la station de métro la plus proche ?» Ou, si tu veux un gros monument, tu peux demander genre « Excusez-moi, où se trouve la Tour Eiffel ?» Les Parisiens, ils te répondent souvent avec « à droite »,« à gauche » ou « tout droit ». Donc ça vaut le coup de réviser ces mots-là. D'ailleurs, on peut faire un mini-jeu, Charline. Allez, vas-y. Je suis une touriste perdue, tu sais. Pardon, monsieur, pour aller à la Tour Eiffel? Bien sûr, oui, alors, vous allez tout droit, puis à gauche au feu, et ensuite à droite. Voilà. Après, tu vois, si jamais la personne est aussi perdue que toi, ça peut devenir drôle. Un jour, au Louvre, j'avais un plan, et puis quelqu'un m'a demandé son chemin. C'était un touriste aussi, mais comme j'avais mon accent, il pensait que j'étais un guide professionnel. Sauf que, je m'étais trompé de fil, on s'est retrouvés dans la queue pour les groupes scolaires. Bon, bref, ça reste un bon souvenir, hein? Après le musée, tu flânes hors des sentiers battus et là, tu tombes sur un marché. Les couleurs, les fruits, les vendeurs qui parlent fort. Moi, la première fois, je voulais juste quelques tomates, mais j'ai dit un truc pas clair. Le vendeur a compris beaucoup. J'ai fini avec, 2 kilos de tomates. Je savais plus où les mettre. Mais c'est ça, c'est à force d'essayer qu'on apprend. Tu vois, dans un marché, les phrases clés, c'est genre « combien ça coûte ?» ou
Je voudrais une pomme, s'il vous plaît, et attends, la prononciation fait tout. Pomme plutôt que pommeux. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive encore, genre, je suis dans le 18e, j'écoute, j'essaie des phrases. Il y a des moments où je me plante, et puis les gens sont sympas si tu tentes. Mais oui, et tu remarques, les gens au marché aiment papoter. Ils aiment aussi quand tu demandes « ça va ?» Même si parfois t'as juste envie d'aller vite, ça fait partie de l'expérience. Et je me mélange toujours un peu dans toutes les petites formules de politesse. Genre merci, bonne journée et tout ça. Mais franchement, ça vaut le coup de se lancer. Absolument. Le truc, c'est vraiment de pratiquer, d'aller au contact et de s'amuser surtout. On est là pour vivre Paris, pas juste pour faire bien à l'oral ni rien. Donc, on expérimente et on se trompe et on recommence. Bon, alors, après le marché, je te propose, on continue notre balade, genre Montmartre, non? Les escaliers, les artistes de rue, l'ambiance un peu bohème. Là, c'est le moment parfait pour, tu sais, pratiquer son français sans pression. T'aurais une idée, Emmanuel, pour, engager la conversation avec un local? Genre, je sais jamais trop comment m'y prendre, moi. Ouais, alors, faut oser, tu vois? Tu dis, pouvez-vous me conseiller un bon endroit pour prendre un verre? Ou alors, un compliment, genre, votre quartier est magnifique, j'adore l'ambiance. Ça, je t'assure, ça marche à tous les coups. Et si tu sens que la personne aime papoter, tu peux enchaîner, genre, vous habitez ici depuis longtemps? Mais bon, faut lire l'ambiance. Ah oui, lire l'ambiance. J'observe vachement les gestes des gens à Paris, leurs expressions, comment ils hochent la tête ou haussent les épaules. Ça raconte plein de trucs sans un mot, tu trouves pas? Totalement. L'écoute active, l'observation, tu vois, c'est essentiel pour s'intégrer. Si tu vois quelqu'un qui sourit ou qui te regarde dans les yeux, c'est bon signe, tu peux y aller. Après, faut pas forcer, chacun son rythme. Et tu repères vite les petites habitudes. Comment ils se disent bonjour ou comment ils s'arrêtent pour discuter 2 minutes, ça aide pour s'intégrer. Allez, il fait nuit, Paris s'allume. Emmanuel, on va où là? Un petit café dans le quartier, genre ambiance cosy? Absolument, genre un bon café, tu commandes un verre de vin ou un cidre. Alors, la phrase c'est « Je voudrais un verre de vin rouge, s'il vous plaît » ou pour le cidre, tu remplaces, tu vois? Ah, et la politesse, ça compte double le soir. Genre, tu peux demander « Pouvez-vous me recommander un bon dessert ?» ou même complimenter, style « Votre musique est magnifique ». J'adore faire ça, et honnêtement, les serveurs apprécient. Moi, j'aime bien observer, comment les gens se saluent, la façon dont ils discutent, même la manière dont ils tiennent leur verre. Tu remarques? C'est tout un, je sais pas, petit théâtre parisien. Oui, c'est typique, et franchement, prendre le temps de regarder avant de parler, ça aide à comprendre la culture. Tu vois, je note toujours comment ils font et après, j'essaye de copier un peu discrètement. Et puis, tu fais tout ça en pratiquant ton français, c'est le combo gagnant. Mais attends, soirée à Paris, ça s'arrête pas au café. Il nous faut un spectacle, un concert, non? Genre, pour sentir la vraie vibe parisienne, là où même la langue chante. Grave. Franchement, c'est un passage obligé. Pour demander des billets, c'est super simple. Tu vas à la billetterie et tu dis « Où puis-je acheter des billets pour le spectacle ?» Et si tu veux vivre la musique live, la question c'est connaissez-vous un bon endroit pour écouter de la musique live? Les Parisiens adorent partager leurs bons plans, crois-moi. La deuxième partie de podcast Bonjour français. à toutes et à tous, et bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline, et avec moi aujourd'hui, il y a Emmanuel, mon complice d'exploration linguistique dans la jungle pas toujours logique du français quotidien. Salut Emmanuel. Salut Charline. Salut à nos auditeurs. Franchement,
Je suis ravi d'être ici pour plonger dans ce fameux Un jour à Paris. On va essayer de rendre Paris encore plus accessible, non? Même pour ceux qui, comme moi au début, se demandèrent juste comment commander un simple café sans se prendre les pieds dans la prononciation. Ah, la vie parisienne. Les grands boulevards, l'odeur des croissants tout frais le matin, ou la manière étrange dont même les mots les plus simples peuvent surprendre. Enfin, on va tout explorer dans cet épisode immersif, promis c'est accessible, même pour les débutants. Et on va rire de nos propres erreurs aussi, parce que vraiment, même moi, je me suis planté plus d'une fois, hein Charline? Allez, on attaque. C'est parti pour notre journée typique à Paris. Alors, ça commence souvent en courant. L'autre jour, je voulais être stratégique, prendre le métro à la bonne heure, sur le bon quai. Sauf que... Et là, je me confonds toujours même en tant que Française. Paf! Je me retrouve à rater le métro parce que j'avais lu le panneau à l'envers. Et j'ai pris le quai direction banlieue au lieu du centre. Le métro parisien, c'est pas si intuitif, je vous jure. Il y a autant de lignes que de types de café dans un bistrot. Ça, c'est vraiment vrai. La première fois que j'ai voulu commander un café le matin, tu sais, j'étais super stressé. J'avais appris café crème à l'école, mais arrivé au comptoir, j'hésite, j'ai commandé, je crois, un café au lait, un peu comme au Ghana, sauf qu'à Paris, le serveur m'a souri genre « Vous êtes sûr? C'était pas la même chose, n'est-ce pas ?» C'est qu'on croit que certains mots sont universels, mais non. Et la touriste allemande que j'ai croisée, je m'en souviens encore. Elle pensait que pain au chocolat, c'était pareil partout en France. Mais alors, à Paris, on ne plaisante pas avec les viennoiseries. Tout le monde a une opinion sur le nom. Et puis, au petit déjeuner au café, il faut connaître un café crème, un croissant ou une tartine. C'est le vocabulaire de base, mais le serveur peut vous répondre à toute vitesse. C'est vraiment la course dès le matin, même dans le langage. Mais bon, même les Parisiens rient de leur propre bourde. Tu m'as raconté aussi l'histoire du double expresso avec le serveur qui t'a prise pour une Américaine, non? Oui, il m'a regardé genre « Ça, c'est très touristique, madame ». Bref, à Paris, faut pas hésiter à demander ou à répéter, hein? Tu sais, Charline, ce qui m'a frappé, c'est à quel point la langue change d'une région à l'autre. Genre, le ticket resto, j'avais jamais entendu ça ailleurs. Ou alors, prendre un verre. Pour moi, c'était littéralement prendre le verre, pas sortir boire un coup. Rire. Mais même nous, les Français, on se fait piéger. Je me souviens d'avoir voulu dire à une Parisienne que j'allais faire une promenade. Elle m'a interrompue. « Ah, tu veux dire une balade? Ici, on dit balade. » Comme si c'était une faute grave, tu vois. Les subtilités régionales, c'est un vrai piège linguistique. Troisième faux ami du jour. Attends, tu vas rire, j'ai réussi à confondre balade et promenade pendant une interview avec un Parisien. Un gars très connu, hein? Toute la table s'est mise à rire, j'ai même rougi. Mais bon, heureusement, ils étaient sympas. Et franchement, pourquoi la langue évolue-t-elle différemment? Peut-être parce que chaque région invente ses propres codes. Ou c'est juste plus rigolo comme ça? Peut-être. Et il y a ces mots qui paraissent faciles mais restent des pièges. Genre rester et rester à la maison, qui peuvent se transformer selon les quartiers, tu verras. Franchement, parfois je me demande si le français est facile pour quelqu'un. Même nous, on bug dessus. Je suis d'accord. Même avec les bases, il faut accepter de se tromper un peu. Mais c'est ça qui rend l'apprentissage vivant, tu ne trouves pas? Absolument. Et on apprend toujours en rigolant de nos erreurs, surtout à Paris où chaque quartier a sa propre personnalité. Bon, l'après-midi, pour moi, faut vraiment flâner. J'adore me perdre dans un marché local. L'autre jour, je me lance, j'essaie un peu d'argot en demandant « ça roule » à une commerçante. Tu aurais dû voir son sourire. C'était genre « toi, t'es pas d'ici, mais t'essayes c'est mignon !» Et en plus, direct, elle m'aide à choisir les meilleurs abricots. Le vocabulaire pour faire les courses, c'est un art à Paris. J'aime bien « je peux vous aider » ou « combien ça coûte ?» Mais attention, faut le langage du corps aussi. Un simple sourire change tout. D'ailleurs, je me rappelle d'un élève débutant, il voulait acheter des pommes avec seulement 5 mots de français. Il a pointé du doigt,
fait un grand sourire et dit « Bonjour, 2 pommes, merci, au revoir ». Les commerçants ont éclaté de rire, mais il a eu ses pommes. Ah, j'adore. Ça prouve qu'on n'a pas besoin de connaître toutes les subtilités pour créer un moment sympa. Faut juste oser, même avec quelques mots. Et puis, je dis toujours que l'humour et la communication non verbale sont vos meilleurs alliés, surtout à Paris. Totalement d'accord. Parfois, un clin d'œil, une blague, même « je suis perdu ». Vous pouvez m'aider ? Ça marche pour engager la discussion, et ça fait partie de l'aventure. Quand la soirée arrive, direction un bistrot classique. Le bruit des verres, les éclats de rire, l'odeur des plats, c'est vraiment spécial. Pour commander, j'avoue que je me perds encore. Une pinte, un demi, un plat du jour. Mais chaque bistrot a ses habitués. C'est comme une petite famille. Parfois, tu comprends pas toutes les blagues des serveurs, mais tu te sens quand même inclus. La première fois que j'ai fini au bistrot tard avec des amis parisiens, ils n'arrêtaient pas d'utiliser des expressions. J'avais l'impression d'être dans un film, genre « on se fait une bouffe » ou « on trinque ». J'ai dû apprendre sur le tas parce qu'à l'école, personne ne m'avait parlé de ça. Je me suis rendu compte que pratiquer à l'oral est vraiment la clé. Pas juste apprendre la grammaire sur une appli. C'est tellement ça. Et puis, pour profiter des soirées parisiennes, faut connaître les horaires. Les restos ferment étonnamment tôt parfois, avoir une appli de traduction au cas où, et surtout, ne jamais oublier le sourire. Ah, et petit conseil, ne courez pas après le dernier métro, il n'attend personne. Parole de Lyonnaise qui s'est déjà retrouvée coincée. Je confirme, prends toujours le plan des bus ou de bonnes chaussures pour le retour à pied. Ce qui rend Paris magique, c'est les rencontres qu'on n'attend pas. Un jour, j'ai croisé un artiste de rue dans le Marais. J'ai juste lancé un compliment sur son œuvre, sans trop réfléchir. Et là, il s'arrête, commence à me parler de sa passion, de ses voyages, et on finit par prendre un café, ensemble. Tout ça parce que j'ai osé dire un truc spontané. On se fait souvent des montagnes de la barrière de la langue, mais en vrai, il suffit parfois d'un regard curieux et d'une question sincère. C'est vrai, engager une conversation avec les Parisiens, ça se tente plus facilement qu'on pense. Il suffit de poser une question ouverte ou même de complimenter le style de quelqu'un. Les expressions comme « Excusez-moi, vous avez un moment » ou « Je cherche ce lieu, pourriez-vous m'aider ?» Ça donne toujours de bons résultats. Tu te rappelles quand tu as discuté avec une retraitée juste parce que tu as commenté sa broche. La 3e partie de Podcast Bonjour français. et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez complète de l'apprentissage du français, mais sous des angles un peu différents. Oui, bonjour. On a pas mal de matière en fait. Des transcriptions de vidéos YouTube, certaines très pratiques, comme des dialogues dans le bus, d'autres plus sur des méthodes immersives. Exactement. Et puis aussi une discussion hyper riche sur Reddit, un article académique qui nous éclaire sur les podcasts, des articles de blog. Sur l'argot parisien, l'utilisation des transcriptions. Voilà. Et même des pages web sur des visites virtuelles ou des dialogues pour débutants. Bref, un peu de tout. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'essayer d'en tirer l'essentiel, des phrases utiles pour tous les jours, repérer les bonnes ressources comme les podcasts, savoir un peu quel podcast pour quel niveau. Oui, comprendre aussi les différentes approches. L'immersion douce, l'étude plus active, ce genre de choses. Et puis au passage, capter quelques expressions, quelques tournures typiques du français parlé, spécifiquement à Paris. Alors, on y va? Allons-y. Commençons par le super concret. Prendre le bus à Paris. Une des vidéos qu'on a analysées montre bien que c'est avant tout un langage fonctionnel. Tout à fait. Et qui s'adapte en plus. Par exemple, pour savoir où va le bus, c'est direct, quoi. Ce bus va à Gare de l'Est. Et les réponses sont simples. Oui, il y va, ou alors oui, terminus, porte-maillot. Ce qui est intéressant, et ça se voit bien dans les questions sur le paiement, c'est comment ça reflète l'évolution des technologies. On a toujours le classique, le ticket coûte combien? 2,10 €. Voilà. Mais après, on a toutes les options modernes. Je peux payer avec ma carte Navigo, sans contact, avec Apple Pay. Par carte bleue, les réponses sont souvent juste oui, c'est possible, oui, sans problème. Par contre, un détail important relevé dans la source, apparemment, on ne peut plus acheter de tickets directement au chauffeur. Non, c'est ça. Il faut passer par une borne ou une machine à l'arrêt, ou alors l'application mobile. C'est bon à savoir. Et pour les horaires, la fréquence, là on retrouve les questions de base. C'est à quelle heure le prochain bus, ou il passe toutes les combien de minutes?
On peut même vérifier s'il est à l'heure ou, très important parfois, si c'est le dernier bus. Concernant l'itinéraire, là aussi, les questions sont très orientées efficacité, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est quel arrêt pour Opéra? Je descends à République, c'est bientôt l'arrêt Bastille est loin. Ou alors, la question cruciale, je dois changer où pour aller à Orly? On veut savoir si c'est direct, si ça passe par les Champs-Élysées, s'il y a un arrêt près de Notre-Dame. Et toujours, la question de base. C'est quel numéro de ligne? Indispensable. Sans oublier la validation, apparemment on peut même valider avec un QR code sur le téléphone maintenant. Oui. Et puis les questions sur les places. Ce bus est complet, je peux m'asseoir ici. Bon, voilà, un petit kit de survie linguistique pour le bus parisien. C'est ça. C'est dit alors, d'y vaudre bien ce français très fonctionnel. La répétition dans la vidéo source, c'est clairement une technique pédagogique pour bien ancrer les structures, surtout pour les débutants. C'est une bonne base pour être plus à l'aise, effectivement. Tout à fait. Justement, si on parle de ressources, la discussion sur Reddit qu'on a épluchée, c'est une vraie mine d'or pour les podcasts en français. Ce qui est frappant, c'est la quantité de recommandations. Ah oui, et la diversité. Et surtout, le fait que les gens partagent vraiment pourquoi ils aiment tel ou tel podcast, leurs critères. Alors, pour les débutants niveau A1, A2, qu'est-ce qui ressort le plus ? Ah bah le Duolingo French Podcast est souvent cité. Apparemment, il trouve un bon équilibre entre des histoires en français assez simples et puis du contexte donné en anglais. D'accord. Coffee Break French aussi est mentionné. Certains le trouvent un peu trop scolaire peut-être, mais il est très structuré. Et si on monte d'un cran, niveau intermédiaire, B1, B2, là j'ai l'impression qu'il y a un grand favori qui se dégage. Inner French. Ah oui, Inner French, il revient tout le temps. Les utilisateurs apprécient beaucoup le rythme. C'est parler lentement, mais ça reste naturel. Le vocabulaire est accessible. Et les sujets sont intéressants apparemment. Culture, société. Oui, et surtout, le point qui revient sans cesse, les transcriptions. Elles sont systématiques. C'est vraiment un critère majeur pour beaucoup d'apprenants. Je vois. Et à part Inner French, on trouve aussi Français authentique pour son approche naturelle, ou Little Talking Slow French, qui est bilingue et explique les mots difficiles. Il y en a plein d'autres, French Through Stories, Passerelle. Et pour les niveaux plus avancés, on passe à des contenus plus natifs. Exactement. Là, on voit apparaître des noms comme Hugo Décrypte pour suivre l'actualité. Ou alors des émissions de radio comme Les Chemins de la Philosophie sur France Culture ou Grand Bien vous fasse sur France Inter. Et ce qui est bien, c'est que même ces émissions authentiques proposent souvent des transcriptions. Ça permet une progression. Tout à fait. Ce fil Reddit, en fait, il dessine presque des parcours d'apprentissage suggérés par les utilisateurs eux-mêmes. Tu commences par Duolingo, puis Inner French, puis tu passes à RFI. La variété est vraiment la clé, donc. Des podcasts lents, bilingues, sur l'actu, la culture. Oui. Et on voit aussi que l'écoute, c'est bien, mais certains mentionnent des outils comme Pimsleur pour la pratique orale active. C'est complémentaire. Cette idée d'écoute, elle est au cœur d'une autre source, une vidéo de Easy French Talk. Il propose une méthode d'apprentissage immersive, sans effort. Ça a l'air un peu magique, non ? C'est quoi la philo derrière ? L'idée, c'est un peu de copier l'apprentissage naturel des enfants. S'exposer, s'exposer, s'exposer à la langue par l'écoute, sans forcément chercher à tout analyser grammaticalement au début. Ah oui. L'idée, c'est d'intégrer le français dans son quotidien. Tu écoutes en faisant la cuisine, en marchant, pendant tes trajets. C'est de l'écoute passive et active, mélangée, sans la pression de devoir tout comprendre tout de suite. Donc, pas besoin de se bloquer un créneau étude dans son emploi du temps, c'est un peu ça l'idée. La clé, c'est la régularité et la répétition. Écouter, réécouter le même contenu. Du contenu simple, des dialogues, des mini-histoires. La source donne l'exemple d'une histoire avec des personnages Élodie et Julien à Paris. Oui, c'est ça. On suit leurs petites aventures. Le matin, un rendez-vous à Bastille, une balade rue de Rivoli, la boulangerie. Ça crée un contexte, une histoire suivie. Et cette approche par l'histoire, ça rend peut-être l'écoute moins scolaire, plus engageante. Certainement, ça crée un lien, peut-être même affectif avec les personnages. La méthode mise vraiment sur l'imprégnation lente. Il répète doucement des phrases clés comme « je viens de me faire un café, on ne s'est pas vu depuis longtemps ». On parle de tout et de rien. Voilà. L'objectif, c'est de dédramatiser l'erreur, l'incompréhension, de laisser le cerveau faire les connexions petit à petit. C'est une approche plus intuitive, quoi, intégrée à la vie.
Pour revenir au podcast comme outil, on a aussi regardé un extrait d'article académique. Ça nous aide à comprendre pourquoi ils sont si utiles, notamment pour l'oral en FLE, français langue étrangère. Comment ils définissent le podcast d'ailleurs? Assez simplement en fait. Un contenu audio numérique qu'on peut écouter quand on veut, à la demande. Le terme vient de broadcast et iPod, bon, ça on le sait. Et l'article rappelle les différents formats. Solo, interview, documentaire audio. Oui, et surtout il souligne l'intérêt pédagogique pour le FLE, principalement pour améliorer la compétence orale, parce que ça permet d'écouter des locuteurs natifs dans des contextes authentiques. C'est un moyen flexible d'apprendre du vocabulaire, des expressions, de s'habituer aux intonations. Exactement. Et l'article propose une typologie basée sur les travaux de J. Stanley, qui est assez utile, je trouve. Ah oui, laquelle? Il distingue 3 types de podcasts pour l'apprentissage. Premièrement, les podcasts authentiques. Ceux faits par et pour des francophones, genre Radio France, RFI, France Info. Super pour l'immersion quand on a déjà un bon niveau. D'accord. Deuxièmement? Les podcasts de l'enseignant. Ceux que le prof crée comme support pour son cours. Ok. Et le troisième? Les podcasts de ou pour l'étudiant. Ceux qui sont spécifiquement conçus par niveau, qu'on trouve souvent sur des applis dédiées comme Duolingo, etc. C'est une distinction utile pour choisir ses ressources, effectivement. L'article parle aussi de quelques freins, non? L'accès à l'Internet, les compétences techniques. Oui, bien sûr. Mais malgré ça, il positionne vraiment le podcast comme un outil technologique précieux, très adaptatif. Surtout pour l'oral, qui est souvent le parent pauvre de l'apprentissage hors classe. D'ailleurs, l'étude citée par les auteurs, Alejandra G. et Boussou Z, confirme ça, que l'oral pose problème et que les podcasts sont une bonne solution. Oui, il parle même de solutions innovantes avec des idées comme la web radio en classe. Cette importance des podcasts, elle est aussi mise en avant par un blog Feel Good French. Et eux, ils insistent beaucoup sur l'intérêt des transcriptions, ce qu'on voyait aussi sur Reddit d'ailleurs. Tout à fait. Le blog reprend les avantages classiques, l'immersion, la compréhension orale, le vocabulaire, la prononciation, la culture. Et il recommande aussi des podcasts avec transcription, en faisant la même distinction, les authentiques d'un côté, RFI, Euronews, France Culture, et ceux pour apprenants de l'autre, le leur, Inner French, français authentique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas que recommander. Ils proposent une méthode concrète pour utiliser ces fameuses transcriptions. Comment on passe de l'écoute simple à un apprentissage plus actif? Alors, c'est une méthode en 5 étapes, assez logique en fait. D'abord, tu écoutes une première fois sans lire, juste pour avoir l'idée générale. Ok. Pour voir où tu bloques, quel mot tu ne comprends pas. Troisième étape, la prise de notes. Le nouveau vocabulaire, les expressions... Exactement, une phase active. Et après ça, c'est important, il suggère de répéter des phrases à voix haute pour travailler la prononciation, l'intonation. Ah oui, la production orale. Voilà. Et enfin, 5e étape, tu réécoutes une dernière fois, sans la transcription, pour voir si tu as progressé, si tu comprends mieux. C'est pas mal comme méthode. Ça structure vraiment l'utilisation de la transcription. Ça transforme l'écoute en un vrai exercice. Exactement. C'est un très bon complément à l'approche plus intuitive, l'écoute sans effort dont on parlait avant. Ça offre une structure pour ceux qui aiment bien décortiquer un peu. Allez, changeons un peu de registre, passons à quelque chose de plus local, plus savoureux, le parler parisien. Un autre blog s'est amusé à lister quelques expressions typiques. Par exemple, dire que quelque chose est le meilleur brunch de Paris. Ah oui. Ça, c'est pour montrer qu'on est in, qu'on connaît les bonnes adresses, quoi. L'importance de l'article le meilleur. Ou les abréviations, genre on se fait un déj. Oui, pour proposer un déjeuner. Et la réponse qui va avec, souvent pleine d'enthousiasme, grave. Ça veut dire oui, carrément. Ah, et il y a aussi le fameux ce soupir, intraduisible presque. C'est ça. Ça peut exprimer la frustration, l'ennui, l'accord un peu résigné. Tout dépend de l'intonation, de la tête que tu fais avec. C'est tout un art. Dans le même genre, pour hésiter ou gagner du temps, il y a le en fait. Oui, c'est un peu notre actually. Ça permet de réfléchir 2 secondes. Et pour exprimer l'incrédulité, positive ou négative, on a les traits théâtraux, c'est pas possible, ou j'hallucine. Souvent dit avec beaucoup d'emphase. Ou l'exaspération, ce bruit j'en peux plus. Ou même, tu peux le dire après un fou rire. Oh là là, j'en peux plus. C'est très lié à l'émotion du moment.
On trouve aussi des choses plus simples comme j'ai envie de vacances, ça c'est universel, ou c'est énorme pour marquer la surprise ou l'enthousiasme. Oui, même pour quelque chose de petit, on peut dire « c'est énorme ». Et pour finir, celui que j'aime bien, je suis au taquet. Alors ça, au taquet, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire être à fond, super motivé, plein d'énergie, prêt à tout donner. Ça vient de la voile apparemment. Le taquet, c'est la pièce qui bloque la corde pour maintenir la voile bien tendue et aller vite. Ah, d'accord, c'est intéressant. Ces expressions, elles montrent bien la vivacité de la langue, son côté très expressif. Les connaître, ou au moins les reconnaître, ça aide à comprendre les conversations informelles. Et un peu l'état d'esprit parisien, parfois un peu râleur, mais aussi enthousiaste. Une autre manière de s'immerger, même sans être à Paris, ce sont les visites virtuelles. On a vu un site Explore Paris qui en propose. C'est quoi l'idée en 2 mots? C'est d'adapter des visites guidées réelles, mais en ligne, via Zoom le plus souvent. L'avantage, c'est que c'est interactif, tu peux poser des questions au guide. Et les thèmes sont variés. Street art, architecture. Oui, histoire locale, patrimoine. Ça permet de découvrir Paris et sa région sans bouger de chez soi. C'est une forme d'immersion culturelle, et potentiellement linguistique aussi, qui peut être un bon complément. Revenons à une situation très basique. Demander son chemin. Le site Podcast Français Facile donne un exemple de dialogue type pour les niveaux A1, A2. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Ça commence de manière classique. Pardon, je cherche la rue Victor Hugo. Ensuite, une question pratique. C'est compliqué d'y aller à pied? Et l'itinéraire donné dans l'exemple est assez clair, avec des verbes précis. Vous devez remonter jusqu'au pont, vous traversez, vous prenez à droite. Vous longez la rivière et vous allez voir une place. La rue est juste derrière. Ce sont vraiment les verbes et les prépositions de direction essentielles. Le dialogue propose aussi une alternative, ce qui est réaliste. Le plus simple, c'est de prendre le bus. Oui, et ça amène d'autres questions sur la ligne, l'arrêt, et bien sûr, on n'oublie pas la politesse à la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. C'est un bon modèle pour les débutants, ça donne un cadre rassurant. Exactement. Ça structure la demande et la réponse. Pour finir, une dernière source, encore une transcription YouTube, French Podcast, nous replonge dans une journée à Paris. Mais cette fois, l'accent est mis sur l'immersion, par l'interaction, par l'expérience vécue. L'idée principale, c'est qu'il faut oser parler, même si on fait des fautes. Absolument. C'est vraiment le message clé. Oser les interactions simples du quotidien, commander son café, sa baguette, dire bonjour, en faisant attention au tu et au vous, bien sûr. La source encourage même à aller dans les petits commerces de quartier, fromageries, librairies. Oui, justement pour multiplier ces petites occasions d'échange, même si c'est bref. Apparemment, l'effort est souvent apprécié et les corrections peuvent être utiles. On nous suggère aussi d'utiliser des expressions locales, comme « c'est la galère » ou « métro boulot dodo ». Ça aide à se fondre un peu dans la conversation. Oui. Et puis, explorer les quartiers, Le Marais, Saint-Germain, Belleville, à pied, en métro, à vélo, pour s'imprégner des différentes ambiances. Chaque quartier a un peu sa couleur locale. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'accent mis sur les lieux d'interaction qui sortent un peu des sentiers battus. Les marchés de quartier, par exemple. Oui, les marchés non touristiques pour discuter avec les vendeurs. Mais aussi, et ça c'est une piste riche, participer à des événements locaux. La liste est longue. Des ateliers cuisine, lecture, débats, des festivals, des visites guidées thématiques, les cinémas d'arrêt essai, le théâtre. Voilà. Créer des routines aussi. Aller toujours au même café, rejoindre un club. Et même la vie nocturne est vue comme une opportunité. Ah oui, comment ça? L'ambiance dans certains bars ou clubs peut être plus détendue, plus propice à engager la conversation, ou demander des recommandations, où est-ce qu'on peut écouter du bon jazz ce soir. En fait, le fil conducteur, c'est vraiment l'apprentissage par l'expérience, par le faire. C'est ça. Un atelier cuisine pour apprendre le vocabulaire en situation, une visite de musée pour discuter avec les guides, participer à un club de lecture. La source mentionne même la structure d'un autre podcast, Un jour à Paris, qui serait basé sur une journée type, thématique, pour structurer cette immersion. L'idée générale, c'est que l'immersion la plus efficace, c'est celle qui est active, curieuse. Utiliser toute la ville comme un immense terrain d'apprentissage. Une expérience vécue, pas juste intellectuelle, quoi. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a brassé aujourd'hui, on est parti de phrases très pratiques pour le bus à Paris. On a exploré la jungle des podcasts avec des options pour tous les niveaux, tous les goûts. On a vu différentes philosophies d'apprentissage, de l'écoute très passive et immersive à l'étude active avec les transcriptions. Et on a même goûté à quelques expressions bien parisiennes.
Qu'est-ce qui ressort le plus, finalement? Je dirais 3 choses. D'abord, la richesse incroyable des ressources qui existent aujourd'hui. Il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, l'importance de trouver ce qui nous convient personnellement. Il n'y a pas une méthode miracle, mais plutôt un mix à trouver. D'accord. Et le troisième point? Le rôle absolument crucial de l'exposition régulière à la langue et de l'interaction. Même minime, interagir avec la langue et la culture. Et là-dedans, les podcasts, avec ou sans transcription, sont vraiment des outils super flexibles et efficaces. Surtout pour l'oral. Pour finir, une petite réflexion, en repensant à toutes ces sources qui parlent d'immersion, d'authenticité. Est-ce que finalement, la compétence la plus importante à développer, ce serait pas moins de chercher la ressource parfaite, mais plutôt d'apprendre à transformer chaque petite rencontre avec le français dans la vraie vie en une mini-occasion d'apprendre? Comme, je sais pas, essayer de déchiffrer le menu de ce petit bistrot qu'on découvre par hasard au coin d'une rue, même si c'est pas une leçon prévue dans un programme. Qu'est-ce que vous en pensez?